Evening News. Une forte délégation ministérielle du Sénégal et du Mali pour présenter des condoléances aux victimes de l'incident du 15 août à Kaolack. Nous en parlons dans cette édition. Des dissensions au sein du parti URD. L'URD est-il à bord de l'implosion? Pour débattre du sujet, nous recevons Bassirou Doumbia. Il est analyste politique. Le portrait de Hissène Habré, l'ancien président tchadien décédé ce mardi à l'âge de 79 ans au Sénégal. C'est au menu de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Djoliba TV News. Nous avons appris qu'une forte délégation ministérielle du Sénégal et du Mali s'est rendue à Kaolack dans les familles des victimes de l'accident routier pour présenter les condoléances les plus attristées des autorités des deux pays. La forte délégation est composée des ministres maliens des Transports et des Infrastructures et de celui en charge des Maliens établis à l'extérieur, des ministres sénégalais des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, du ministre secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, des membres des cabinets ministériels, des directeurs nationaux des transports, des présidents des conseils maliens, des chargeurs et de transporteurs routiers, des représentants des syndicats, des chauffeurs et conducteurs. Présenter les 9 membres du Conseil économique, social et culturel du Mali, tel était l'objectif d'une rencontre hier entre le Premier ministre et les acteurs du dit Conseil. Plus de détails dans ce reportage signé Aminata Traoré et Moussa Tembini. Le Conseil économique, social et culturel a pour mission de participer à toute commission d'intérêt national à caractère économique. Convaincu de l'expérience et de la capacité intellectuelle de ses membres, le Premier ministre Choguel Maïga affirme son soutien à cette organisation pour la réussite de la transition. Le Conseil économique et social marquera une pierre forte les débats futurs ou en cours pour aboutir à la pose des fondations d'un Mali nouveau, comme nous le disons couramment Malikoura. Pour ce qui est des préoccupations, je crois qu'elles sont légitimes. Elles participent de la valorisation du travail de l'institution. Et c'est pour cela que je suis d'accord avec vous que ces sollicitations doivent avoir une suite favorable. Yacouba Katile, porte-parole des membres du Conseil économique, social et culturel, a profité de l'occasion pour rappeler quelques règles de l'institution. Cette institution est obligatoirement consultée dans le cadre vraiment de tout programme de loi des finances, de tout plan, de programme également de développement économique, social et culturel, afin de pouvoir donner son avis, sinon des avis pertinents, compte tenu de sa représentativité sur l'ensemble des territoires et tous les domaines, tous les segments pratiquement de l'État. Notons que le Conseil économique, social et culturel a compétence sur tous les aspects du développement économique, social et culturel du Mali. D'où proviennent les armes utilisées par les groupes armés au Sahel? Une étude publiée ce mardi 24 août par l'ONG Amnesty International révèle que la branche sahélienne du groupe État islamique ainsi que celle liée à Al-Qaïda utilisent des armes de fabrication européenne et notamment serbe. Amnesty International pointe aussi leur utilisation par des milices pro-gouvernementales et évoque des circuits illégaux d'armement de ces groupes. El Hadji Malik Guiteya. Des experts en armement d'Amnesty International ont identifié des armes de fabrication serbe dans des vidéos publiées par des groupes armés opérant dans le Sahel, notamment un groupe affilié à l'État islamique qui a revendiqué la mort de centaines de civils. Amnesty International a recueilli et analysé plus de 400 contenus numériques en provenance du Burkina Faso et du Mali, dont des photos et des vidéos authentifiées publiées sur les réseaux sociaux par des membres de groupes armés entre janvier 2018 et mai 2021. Selon les résultats de cette nouvelle étude, les nouveaux fusils, certains étant les modèles les plus récents qui existent, correspondent à des transactions entre la Serbie et le Burkina Faso, ce qui laisse à penser que ces armes ont été vendues récemment au gouvernement burkinabé avant de tomber entre les mains de groupes armés.
L'analyse effectuée par Amnesty International des données relatives aux transactions commerciales montre aussi que la République tchèque, la France et la Slovaquie exportent de grandes quantités d'armes légères et de petits calibres au gouvernement du Sahel. D'après les données officielles du rapport annuel de l'Union européenne, depuis 2013, les États membres de l'UE ont accordé 506 licences pour des équipements militaires pour un montant de 205 millions d'euros au Mali et au Burkina Faso. Si la plupart des armes visibles sont des Kalachnikov hérités de l'ère soviétique datant de plusieurs décennies, l'Organisation internationale de la défense des droits humains a identifié 12 cas dans lesquels les combattants avaient des armes plus récentes fabriquées par l'entreprise serbe Zastava, notamment des mitrailleuses lourdes M02 Coyote et des fusils mitrailleurs M92 et M05 qui n'étaient pas disponibles avant le début des combats dans le nord du Mali en 2011. Amnesty International craint que des violations des droits humains ne soient commises par voie de ces armes d'origine européenne en dépit du traité sur le commerce des armes. Ce traité interdit aux États d'exporter des armes lorsqu'il existe un risque prépondérant que ces armes servent à commettre ou à faciliter des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ou de graves atteintes aux droits humains. Cela englobe le risque que les armes vendues à des gouvernements soient cédées illégalement à des auteurs d'atteintes aux droits humains. Selon l'ONG Armed Conflict Location Event Database, plus de 6 000 morts parmi les civils ont été recensés entre 2017 et 2021 au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Plus de 1 200 000 Burkinabés ont été déplacés depuis 2016 selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. D'un sujet à un autre, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le G5 Sahel fait un don de kits de résilience au gouvernement du Mali. Des dons composés de semences, des intrants agricoles, produits alimentaires. Aruna Salia connaît pour le compte-rendu. La Banque africaine de développement, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a financé plus de 600 millions de francs CFA dans le cadre du projet d'appui aux pays du G5 Sahel. Il vise à diminuer l'impact socio-économique du Covid-19 sur les populations et renforcer les capacités de résilience des communautés vulnérables. Cette donation se présente comme suit. Des produits alimentaires et nutritionnels pour 2000 ménages, des intrants agricoles pour 1500 exploitants agricoles, des aliments de bétail pour 500 éleveurs, 3000 dispositifs et kits de lavage de mains pour les ménages et pour les lieux publics. Cette initiative sollicitée par le G5 Sahel s'articule autour de 3 composantes. L'appui à la réponse sanitaire à la Covid-19, l'appui à la résilience des communautés vulnérables et l'assistance et la gestion de projets. Les composantes 1 et 2 sont mises en œuvre au niveau des pays en collaboration avec le ACR à travers ses bureaux pays. Le ministre de l'Agriculture promet que ce projet va beaucoup aider les populations vulnérables. L'objectif de ces appuis est de contribuer à atténuer l'impact de la Covid sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les moyens d'existence des populations vulnérables, notamment celles victimes de la crise et des calamités naturelles, inondations ou autres, de la campagne agricole précédente. Les bénéficiaires confient que ces dons constituent une grosse épine sortie de leurs pieds. Un mot en culture dans cette édition, promouvoir les artistes plasticiens, tel est l'objectif d'Agansi, une plateforme digitale. Ses responsables viennent de lancer un nouveau programme qui a pour but de digitaliser l'art plastique. El Hadji Malik Guitei pour le reportage. Agansi est une plateforme digitale qui a pour but de donner de la visibilité aux artistes plasticiens. Dans le souci d'atteindre cet objectif, les responsables de cette plateforme ont lancé un projet dénommé Les Artistes d'Agansi. C'est un programme de suivi annuel destiné aux plasticiens du Mali. Alors, nous avons décidé de lancer ce programme-là en fait pour pouvoir mieux contribuer au développement de la visibilité des artistes avec qui nous travaillons. Nous avons remarqué que les artistes plasticiens sont des grands travailleurs. Ils sont dans la majeure partie du temps dans leurs ateliers en train de faire leur production, mais beaucoup de personnes ne voient pas ce que nous faisons. Donc du coup, nous nous sommes dit qu'il faudra amener le travail des artistes hors de leurs ateliers et les amener, si vous voulez, à se connecter au reste du monde. Ainsi, après l'appel à candidature, 10 lauréats ont été retenus par un jury composé d'artistes et de commissaires. Ils bénéficieront d'un suivi annuel composé d'une multitude d'activités.
Les artistes partenaires bénéficieront de résidences, d'ateliers thématiques qui seront animés par des experts, des émissions web TV, également de la gestion même de leur présence sur le digital, également d'une activité qu'on appelle l'ambassadeur de Agansi. Les artistes et le staff de cette plateforme ont ainsi signé un protocole d'accord pour serrer leur partenariat. Un partenariat fructueux selon certains bénéficiaires du programme. Nous, artistes, on n'avait pas beaucoup de débouchés dans ce domaine, à part les expositions et nos contacts. Et avoir une autre débouchée différente de nos réseaux habituels, c'est vraiment une grande joie pour nous. Une opportunité pour nous. Voilà, nous allons avoir plus de visibilité avec Agansi. Nous allons suivre des formations en plus de ce que nous allons réaliser. Donc c'est vraiment bénéfique pour nous les artistes. Composé de plusieurs volets, le programme en entier s'étend d'août 2021 à juillet 2022. Une période durant laquelle les artistes pourront mettre en valeur leur talent en produisant des œuvres d'art pour des expositions. Une nouvelle aventure pour bon nombre d'entre eux. À présent, l'image du jour consacrée au palais de Koulouba. Le palais de Koulouba est la résidence officielle et le bureau du président de la République du Mali. Il est construit entre 1903 et 1907. Il s'agit à l'origine du palais du gouverneur, puis après l'indépendance de 1960, le siège de la présidence de la République. En 1908, le gouverneur aménage dans le palais qui ne cessa d'être modifié par ses différents résidents à l'époque. Et à l'époque, surtout, le président Tété Amadou Toumani Touré était à l'origine des travaux destinés à ériger de nouveaux locaux dans cette cité administrative pour les services du secrétariat général de la présidence. On considère le palais du président comme l'un des fleurons de l'architecture soudanaise. Il possède en effet toutes les caractéristiques de ce type d'architecture: large véranda pourvue de persiennes, vaste pièce avec d'immenses plafonds ouvertes sur deux façades, orientation est-ouest pour l'ombre des façades. Outre la résidence du président et le secrétariat de la présidence, cet ensemble de bâtiments administratifs comprend également la salle des banquets et la salle du conseil des ministres, édifiée par Alpha Omar Konaré, le prédécesseur. Il a subi plusieurs dégradations architecturales en 2012 lors du coup d'État de la même année. L'actualité internationale avec Sokona Diakité. Les inégalités choquantes d'accès aux vaccins illustrent le manque de solidarité et de partage au niveau mondial, déclare le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Tedros Ghebreyesus, lors d'une réunion annuelle virtuelle des ministres de la santé du continent africain. La crise des vaccins illustre la principale faiblesse à l'origine de la pandémie, le manque de solidarité et de partage au niveau mondial, le partage d'informations et de données, d'échantillons biologiques, de ressources, de technologies et d'outils. Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, déclare que le COVID-19 est à la fois une opportunité et un signal d'alarme quant à la nécessité de repenser les structures qui renforcent les injustices et d'investir davantage dans la construction d'un monde plus sain et plus juste avant de se pencher sur la question du dispositif COVAX. Le dispositif COVAX a livré 40 millions de doses de vaccins aux pays africains, ce qui ne représente qu'une petite fraction des doses nécessaires pour protéger les populations du continent contre les risques de maladies graves et de décès liés au COVID-19. Nous regrettons profondément les retards et les difficultés à respecter les accords en raison d'imprévus survenus au cours de la pandémie. Nous avons en effet tiré de nombreuses leçons. Hissène Habré, l'ancien président tchadien, tire définitivement sa révérence à l'âge de 79 ans. Né un 13 octobre 1942 à Faya-Largeau, c'est parmi des bergers nomades que Hissène passe son enfance dans le désert du Djourab. À l'école, il est au rang des très intelligents. À la suite de l'indépendance de son pays, il est nommé sous-préfet de Moussoro par le président Tombal Baye. Poursuivant ses études, elles le mèneront en France à l'Institut des hautes études d'outre-mer. Il se consacre par la suite à des études de droit, fréquente l'Institut d'études politiques, s'intéresse aux œuvres de grandes figures de la vie politique, comme Frantz Fanon, Che Guevara ou encore Raymond Aron, afin de renforcer sa culture en la matière.
En 1972, c'est le retour au pays où il rejoint le Frolina, puis fonde les Forces armées nationales du Tchad, FANT, aujourd'hui disparu sous ce nom. Après une période aux commandes de rebelles Toubou dans la région du Tibesti entre 1974 et 1977, il est nommé au poste de Premier ministre en août 1978 par le général Félix Maloum, président d'alors du Tchad. Ce mandat est interrompu à la suite d'une guerre qu'il aurait lui-même déclenchée en février 1979. Il fonde par la suite le Conseil du commandement des Forces armées du Nord, CCFAN, devenu Forces armées du Nord, FAN. À la tête des Forces armées du Nord FAN, il renverse le président Goukouni Ouédé en juin 1982 et devient ainsi le président de la République, et ce jusqu'en 1990 où il est renversé à son tour par Idriss Déby Itno. Combattant du désert puis bourreau des Tchadiens, l'ex-président tchadien Hissène Habré a suscité fascination et horreur pendant son règne de 1982 à 1990 après la répression implacable qu'il a exercée. Hissène Habré, qui s'est emparé du pouvoir par les armes en 1982, devenant rapidement l'architecte d'une répression terrible, est mort au Sénégal où il s'était réfugié et où il avait été condamné à perpétuité en 2016 pour crime contre l'humanité à l'issue d'un procès sans précédent. Sur le fait, la Chambre conclut, après avoir apprécié la gravité des crimes commis. Il est placé en résidence surveillée pour quelques semaines en avril 2020 à la suite d'une requête de son avocat indiquant des risques pour sa santé en raison de la pandémie de Covid-19 et de son âge avancé. Cette grâce ne durera pas car il retourne en prison en juin 2020. En avril 2021, la justice sénégalaise refuse une demande de libération et c'est de Covid-19 dont il est décédé ce mardi 24 août 2021 selon les médias sénégalais. En Afghanistan, les talibans affirment ne pas vouloir se venger de qui que ce soit. Ils ne devraient pas avoir peur. Personne ne fera obstacle. Ils devraient retourner chez eux et être rassurés, déclare le porte-parole des talibans lors d'une conférence de presse à Kaboul, faisant référence à la foule d'Afghans qui s'est rassemblée devant l'aéroport de la capitale pour tenter de fuir le pays. Nous ne voudrons jamais nous venger de qui que ce soit, ajoute-t-il. En ce moment même, vous et nous sommes témoins du fait que, heureusement, le peuple afghan a pu mettre à genoux les forces d'occupation pour la troisième fois en un siècle et a réussi. La différence est que cette fois, la direction et le contrôle de tous les bastions djihadistes étaient placés sous la direction d'honorables érudits religieux. Nous sommes convaincus que les nobles objectifs de notre djihad ne seront pas perdus, si Dieu le veut. Puisque les honorables érudits ont une compréhension et une intuition profonde, ils peuvent comprendre que le but principal du djihad est l'établissement d'un système islamique réel pour le peuple d'Afghanistan, qui les servira. Depuis que le pardon a été accordé, nous devons tout oublier. L'émirat islamique a oublié toutes les souffrances qu'il a endurées dans le monde. Nous ne voudrons jamais nous venger de qui que ce soit. Nous ne voudrons jamais regarder quelqu'un de haut. Un gros problème auquel fait face en ce moment la ville de Kaboul est le chaos et la situation dangereuse à l'aéroport de Kaboul. Nous connaissons les raisons derrière cette situation. Tout en quittant l'Afghanistan, les États-Unis veulent encore infliger des dommages et des pertes à cette nation. Tous les jours, ils encouragent les gens en leur disant qu'ils vont les rapatrier aux États-Unis ou dans d'autres pays et on prépare leurs avions. Même à l'étranger, les gens n'ont pas reçu de soutien de leur part. La vice-présidente américaine Kamala Harris accuse Pékin d'exercer des pressions et intimidations sur les pays du pourtour de la mer de Chine méridionale, alors que Washington cherche à renforcer ses alliances face à la Chine. Pékin continue à exercer des pressions, à intimider et à avoir des revendications sur l'essentiel de la mer de Chine méridionale, déclare-t-elle dans un discours à Singapour dans lequel elle a détaillé les objectifs de politique extérieure de l'administration américaine en Asie. Elle défend aussi les décisions de son gouvernement face à la situation en Afghanistan et répète que les Américains donnent la priorité à l'évacuation en cours d'étrangers et d'Afghans à l'aéroport de Kaboul. Notre vision inclut la liberté de navigation, qui est vitale pour nous tous. Les moyens de subsistance de millions de personnes dépendent des milliards de dollars d'échanges commerciaux qui transitent chaque jour par ces voies maritimes.
Pourtant, en mer de Chine méridionale, nous savons que notre vision inclut la liberté de navigation, qui est vitale pour nous tous. Les moyens de subsistance de millions de personnes dépendent des milliards de dollars d'échanges commerciaux qui transitent chaque jour par ces voies maritimes. Pourtant, en mer de Chine méridionale, nous savons que Pékin continue de faire pression, d'intimider et de revendiquer la grande majorité de la mer de Chine méridionale. Ces demandes illégales ont été rejetées par la décision du tribunal arbitral de 2016 et les actes de Pékin continuent à saper l'ordre international basé sur le droit et à menacer la souveraineté des nations. Les États-Unis se tiennent avec nos alliés et partenaires face à ces menaces. Un mot de sport dans cette édition. Dans le football moderne, de plus en plus, les décisions arbitrales sont contestées pour résoudre des incompréhensions. L'arbitrage vidéo a été sollicité par l'instance suprême du football mondial, la FIFA. Qu'est-ce que c'est que l'arbitrage vidéo? Amadou Tolo nous explique. Le 6 mars 2016, l'IFAB approuve l'utilisation expérimentale de l'assistance vidéo à l'arbitrage, qui est utilisée pour la première fois dans une compétition officielle organisée par la FIFA opposant l'Atlético Nacional au Kashima Athleter, par l'arbitre de la rencontre, le Hongrois Viktor Kassai. Sur la base des images qu'il a pu consulter et grâce auxquelles il a pu déceler une faute d'un défenseur de l'Atlético Nacional sur un attaquant de Kashima Athlete. Dans la surface de réparation, l'arbitre a accordé un penalty à ces derniers. Le 3 mars 2018, à Zurich, l'Assemblée générale de l'IFAB décide de permettre l'utilisation de la VAR en option pour les compétitions de football et intègre dans les lois de jeu les modifications nécessaires ainsi que le protocole à suivre pour son application. L'introduction de la VAR intervient après celle en 2012 de la Goal Line Technology, qui reste utilisée pour déterminer si un ballon a franchi entièrement la ligne de but ou non. Le premier championnat national à utiliser l'assistance vidéo a été la Ligue A australienne. Lors de la saison 2017-2018, elle est introduite dans les championnats italiens, allemands, portugais, belges, néerlandais et polonais. En 2018-2019, dans la Ligue 1 française et la Liga en Espagne. Lors de la saison 2019-2020, elle est utilisée en Première Ligue. À partir de février 2019, l'UEFA l'utilise en Ligue des Champions pour tous les matchs. Le PSG en est la première victime le 6 mars lors de son élimination en huitième de finale par Manchester United ainsi que pour la finale de la Ligue Europa. La phase finale de la Ligue des Nations, la Super Coupe de l'UEFA et le Championnat d'Europe des moins de 21 ans. Elle est utilisée pour la première fois en Afrique le 24 février 2018 pour la Super Coupe de la CAF et le 31 mai 2019 pour la finale de la Ligue des champions de la CAF. La VAR a-t-elle comblé les attentes des amoureux du ballon rond afin de juger? Les avis sont partagés. Comme l'annoncions dans les titres, nous recevons sur ce plateau de Djoliba TV News Bassirou Doumbia. Il est analyste politique. Bonjour Bassirou. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous avons des dissensions, remarqué des dissensions au sein du parti URD, le parti du feu Soumaïla Cissé. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui explique ces dissensions? Alors déjà, merci pour cette opportunité que vous nous offrez pour prendre la parole sur le plateau de Djoliba TV. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que il faut comprendre que l'URD, c'est, je pourrais dire, la première ou la deuxième force politique au Mali. Très bien. Et c'est un parti qui a été fondé par Soumaïla Cissé, dont le leadership n'est pas un secret des polichinelles au Mali, voilà, qui avait quand même le pouvoir et l'influence à exercer une certaine autorité, à s'imposer, et même en cas de conflit ou de divergence au sein des structures du parti. Parfois, l'intervention de Soumaïla Cissé suffisait simplement à couper la poire en deux pour que les militants ou les sections, les 6 sections, tout le monde puisse regarder dans la même direction et conformément à la discipline du parti.
Alors, depuis un certain moment, je veux dire en décembre dernier, Soumaïla Cissé est passé à trépas. Il est bien évident, il est bien normal que cette guerre de leadership, cette guerre de positionnement se fasse sentir au sein de l'URD. Il n'est pas le seul, hein. Igor Diarra aussi qui est rentré. Même avant qu'il ne vienne, il y a d'autres qui sont à l'interne comme Maître Demba qui sont déjà positionnés. Absolument, absolument. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il était évident que nous assistons à ce clash, je peux dire entre guillemets, parce que d'un côté, tout le monde sait que c'est un parti qui est très puissant, qui est très implanté sur l'ensemble du territoire et à l'international. Donc c'est un canal sûr du point de vue politique pour engranger une grande part de l'électorat, sinon même pour accéder au pouvoir. Et secondo, c'est que c'est un parti qui quand même regorge la plupart de l'intelligence malienne, je peux dire. Les intellectuels maliens, dans leur grande majorité, sont répartis autour de 2 ou 3 grands partis politiques. Et ces intellectuels, il ne faut pas l'ignorer, leur influence, leur poids politique en termes électoraux n'est pas négligeable. Parce que c'est des gens qui sont au sommet de l'État pendant plus de 3 décennies. Ils maîtrisent les rouages, ils maîtrisent les communautés, ils ont des entrées au niveau des chefferies traditionnelles. Ces chefferies traditionnelles, il ne faut pas l'ignorer, elles sont plus efficaces en termes de mobilisation que le discours du président du parti. Parce que on est encore en Afrique traditionnelle, dans le village où il y a une grande partie des électeurs qui sont représentés, et il suffit que le chef donne le ton, indique la voie à suivre, c'est tout le village qui suit en même temps. Contrairement à Bamako, ou dans la grande capitale, où vous avez une segmentation de l'électorat entre les différentes forces politiques, de sorte que parfois il est difficile pour un grand parti même de mobiliser ou de faire un certain nombre de scores dans les grandes capitales. Voilà, il y a tous ces facteurs qui peuvent expliquer cette dissension-là, parce que tout le monde veut être candidat de l'URD, tout le monde aspire à diriger le Mali après la transition. Alors, Soumaïla Cissé a laissé le parti entre les mains de certains. Est-ce que ceux-là font le poids? Ceux qui viennent aussi, ils viennent avec leur influence et leur stratégie. Donc, c'est normal que ce clash-là se fasse sentir parce que la taille du parti, sa puissance le nécessite. Donc, il se pose aussi un problème de leadership. Absolument. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, moi, je le mets dans le cadre du leadership politique. Autant de Somalia, personne ne va oser prétendre compétir avec Soumaïla au sommet de l'URD. Soyons sincères, disons les choses telles qu'elles sont. Mais aujourd'hui, Soumaïla n'est pas. Le président du parti, M. Salikou Sanogo, je ne dis pas que son leadership n'est pas avéré. C'est un grand intellectuel, c'est un grand scientifique, c'est un grand homme politique. Mais est-ce qu'il a la même influence, la même puissance en termes de leadership que Soumaïla Cissé? J'en doute fort. Maître Demba Diallo, qui aujourd'hui est vu comme le dauphin de Soumaïla Cissé. Et est-ce que Demba peut s'imposer aussi au sein de l'URD? Est-ce qu'il fait le consensus d'ailleurs au niveau de la jeunesse ou au niveau du mouvement des femmes? Ça aussi, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas. Donc, les nouvelles personnes qui sont venues, notamment Igor Diarra et Boubou Cissé, qui, on peut le discuter, hein, ils ne sont pas des membres actifs du parti. Tout le monde sait qu'ils ont des agendas. Pour avoir été candidat, Igor Diarra en 2018, et Boubou Cissé qui a son agenda qui de plus en plus commence à se dévoiler, même si officiellement il n'a pas encore fait cas de sa candidature, mais tout le monde voit déjà les signes avant-coureurs, en tout cas les éléments imminents qui nous permettent de dire que Boubou est potentiellement un candidat. Merci beaucoup, M. Doumbia Bassirou. C'est moi qui vous remercie vraiment. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information reste en continu sur Joliba TV News. Joliba Evening News.